Bonjour à tout le monde. Voilà, il est 10h03, donc on va entamer donc ce webinaire. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. On est très, très heureux de vous recevoir ce matin. Donc, je m'appelle Isabelle Lejeune. Je suis coordinatrice de la plateforme Souveraineté alimentaire de la Fédération genevoise de coopération, la FGC. Donc, nous avons regroupé une quinzaine d'organisations membres de cette fédération et nous travaillons autour de la souveraineté alimentaire dans les projets de coopération. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui connaissent déjà la PSA, les partenaires et puis nos collègues en Suisse et en Afrique, vous connaissez donc nombreuses activités. Ici, il s'agit donc de notre premier webinaire de rentrée, mais je veux dire rentrée scolaire, mais c'est notre troisième webinaire de l'année. Sur notre site internet, vous pouvez, donc www.souverainetéalimentaire.org, vous pouvez trouver donc toute l'étendue de nos travaux, de nos rencontres, de nos ateliers et de nos publications. Voilà. Comme vous le savez, depuis qu'on utilise Zoom depuis maintenant 2-3 ans, je vais juste vous demander de bien suivre les consignes qui sont de bien couper votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre non seulement les présentations des panélistes. Celui qui veut prendre la parole, vous avez le petit onglet « Lever la main », mais je vous demande aussi de privilégier le chat. On lit vos questions et évidemment, on va en débattre. L'idée, c'est de garder quand même le timing de 1h30, mais on va laisser une large place quand même au débat et les discussions avec vous, et surtout connaître aussi vos urgences, vos priorités par rapport à cette thématique. Je vous demanderai aussi, et c'est très très important, car la session est filmée, que si vous prenez la parole, que vous vous présentez, c'est-à-dire que vous donnez votre nom, la structure pour laquelle vous travaillez et surtout le pays dans lequel vous intervenez. Je donne la parole à mon collègue Philippe Heger de l'ONG IRED qui va vous planter le décor de cette matinée, vous présenter les panélistes et un petit peu vous expliquer pourquoi on a choisi cette thématique qui nous semble prioritaire aujourd'hui. Donc, merci à tous, bonne séance et puis à tout à l'heure pour les débats. Merci Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce moment d'échange sur un thème qui s'impose à nous, sur la crise alimentaire mondiale, les défis et les impacts pour, en particulier, l'agriculture africaine. J'ai regardé hier encore l'index des prix de la FAO qui suit mensuellement les prix au niveau mondial. Et son index pour le mois d'août 2022 était encore à 10%, l'index des prix alimentaires au niveau mondial était encore à 10% au-dessus de son niveau de août 2021. Alors, on sait que les prix ont fortement augmenté à la fin de l'année 2021, ont explosé au mois de mars 2022 et depuis amorce une lente décrue, mais ils restent quand même 10 points au-dessus de leur niveau de août 2021. Alors, on parle des prix alimentaires, mais il s'agit d'une crise qui est multiforme, puisque ce n'est pas seulement les prix alimentaires à la vente pour les consommateurs que nous sommes tous, c'est également les prix de l'énergie. Pour ceux qui ont le bonheur ou le malheur de passer à une pompe pour faire un plein de réservoirs, mais également pour notamment les paysans, le prix des engrais. Les engrais étant fortement liés au prix de l'énergie, puisque pour certains engrais, il faut énormément de gaz pour fabriquer des engrais synthétiques. Mais ce qui est frappant également, c'est que les prix des produits locaux, notamment en Afrique, ont également augmenté de manière significative. Alors, ça peut s'expliquer par l'augmentation des prix du transport, certainement l'augmentation des prix des engrais pour les paysans et les paysannes qui en utilisent, quand ils ont la possibilité d'avoir accès à des engrais, puisqu'il y a aussi une pénurie au niveau de la production.
Mais également, il y a des effets climatiques. On sait que les crises alimentaires se répètent depuis plusieurs années. Nous avons eu des pics de crise alimentaire en 2008, en 2011, 2012, en 2015, toutes liées à des phénomènes soit d'inondation, soit de sécheresse, soit de perturbations climatiques qui sont liés au changement climatique mondial qui est en cours. Alors, on pourrait penser que les prix élevés pour les produits agricoles, c'est une bonne nouvelle pour les paysans et les paysannes en Afrique et dans le monde entier. Mais nous savons aussi que la grande majorité des agriculteurs et des agricultrices sont aussi des acheteurs de produits alimentaires pour une grande partie de l'année. Et donc, elles subissent également les conséquences de ces prix élevés. Nous aimerions aujourd'hui, avec l'appui d'un panel extraordinaire d'intervenants, discuter à la fois des impacts de cette crise mondiale, en particulier sur l'agriculture en Afrique, mais également des possibles solutions et des actions que nous pourrions prendre à travers nos projets, à travers nos associations, pour essayer de contrer les effets néfastes de cette crise. Nous savons de façon générale que lorsque les prix alimentaires augmentent, la pauvreté également augmente. Et un de nos objectifs premiers reste toujours de réduire, voire éliminer la pauvreté dans le monde. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 intervenants et je les citerai dans l'ordre de leur intervention. D'abord, Madame Thérèse Maillet Diouf, qui participe du Sénégal, qui a un profil tout à fait particulier puisqu'elle a été administratrice dans le domaine de la santé publique et qui a décidé d'une reconversion totale dans l'agriculture. Elle est maintenant agro-entrepreneuse et fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Growing Life Farm au Sénégal. Elle nous en parlera certainement, ainsi que la situation dans son entreprise agricole. Le deuxième intervenant sera Mamadou Goïta, qui est directeur d'un institut de recherche et de promotion des alternatives de développement. Il nous participe depuis le Mali. Mamadou Goïta est un ancien secrétaire général du ROPA, l'organisation fêtière des organisations paysannes en Afrique de l'Ouest. Il est également membre du panel d'experts sur la sécurité alimentaire IPES Food, qui a publié d'ailleurs un rapport extrêmement intéressant sur la crise alimentaire au mois de juillet de cette année. Notre troisième intervenant sera Deogracias Nyonkuru, qui est ingénieur agronome au Burundi, membre de l'association IRED, Innovation et Réseau pour le Développement, mais également fondateur d'une association qui s'appelle l'Association pour la dignité paysanne. Et il a une grande expérience, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, sur les questions agricoles et sur les questions de l'organisation des paysans. Notre dernier intervenant sera M. Kako Nogukpo. Il est économiste, membre de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, et chercheur au CIRAD. Et il nous parlera depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole d'abord à Madame Thérèse Maillet Diouf, en vous rappelant nos consignes de base, de bien vouloir couper votre micro si vous n'avez pas à intervenir de manière urgente, de bien vouloir utiliser le chat si vous voulez poser des questions, puisque au terme des 4 interventions, nous aurons une session d'échange où vous pourriez intervenir soit de vive voix en levant votre main virtuelle, soit par l'intermédiaire du chat. Donc, j'invite à présent, en remerciant nos 4 intervenants pour leur présence et leur participation, j'invite Madame Thérèse Maillet Diouf à bien vouloir nous parler environ une dizaine de minutes. Madame Diouf, vous avez la parole. Bonjour et merci Michel.
Je remercie beaucoup la plateforme de m'avoir associée à ce panel et je remercie aussi les participants d'un peu partout de l'Afrique, comme je peux le voir, donc qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourront certainement enrichir le débat un peu plus tard. Je m'appelle donc Madame Ba Thérèse Maïedouf. Je suis africaine, donc de nationalité sénégalaise. Je vis au Sénégal et je suis reconvertie agripreneur depuis 2019, donc plus particulièrement, plus précisément, le 29 octobre 2019. Quand on parle de crise dans le domaine agricole et crise mondiale en général, je pense que je suis de ceux qui l'ont subi de plein fouet, parce que je pense que 2019, c'est juste avant la crise du Covid. Donc, octobre 2019, c'est un mois avant les premiers cas. Mais avant ça, je voudrais un peu revenir sur l'introduction peut-être de mon entreprise, qui au départ était pas supposée être une entreprise, mais je pensais vraiment mener un projet de vie, donc une reconversion, un retour à la nature, ayant été citadine toute ma vie. Donc, vous voyez, quand on décide de se mettre en agriculture, c'est pas très facile. Mais donc, c'est le choix que j'ai fait et je pense que l'entrepreneuriat m'a rattrapé au bout de quelques mois. Donc, mon entreprise s'appelle Growing Life Farm. Donc une ferme agroécologique. Donc, nous avons fait le choix de l'agriculture biologique, en tout cas respectueuse de l'environnement. Et nous faisons de la production, de la transformation de nos propres produits. Donc, nous ne sommes pas transformateurs uniquement, nous produisons pour transformer. Et nous faisons aussi un peu de l'accueil agrotouristique, un peu des journées d'immersion à la ferme pour reconnecter ou connecter le monde rural comme urbain donc à la nature. Comme je disais tout à l'heure, donc j'ai démarré en 2019, juste à la veille du Covid, mais en 2019 aussi dans un contexte climatique compliqué. Parce que 2019, c'est l'année où on a reçu très peu de pluie au Sénégal. Et donc, octobre, fin de la saison des pluies, je me suis investie de manière drastique à vouloir reboiser les 5 hectares que je venais d'acquérir et qui étaient un terrain complètement nu. Je pense que j'ai trouvé 2 arbres sur le terrain. Donc, mon premier défi ayant été de reverdir, donc de remettre un peu de vie, de faire revenir la biodiversité. J'ai perdu la majorité, au moins les 2 tiers des arbres que j'avais plantés cette année-là. Ça fait partie un peu des facteurs qui ont ralenti, mais qui sont plus liés à la situation climatique qu'autre chose. Les autres impacts ou défis que j'ai pu trouver sur place, c'était aussi le défi lié à on va dire, l'accès à l'information, parce que j'ai démarré, l'accès aussi aux intrants, et l'accès aux intrants parce que tout est devenu cher en ce moment-là et toujours maintenant. Donc, quand on parle de crise actuelle, je pense que la crise, elle est antérieure un peu à cette situation qu'on vit avec la guerre en Ukraine. Il y a eu, moi, en tout cas, des impacts que je ne pensais pas me toucher directement, les sécheresses qui se passaient en Europe, dans le Nord en tout cas. Je ne pensais pas être impactée, mais quand j'ai voulu, moi, m'approvisionner en intrants biologiques, donc des graines paysannes bio, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait beaucoup de semences qui n'étaient plus disponibles sur les sites. Et quand j'ai voulu en avoir un peu le cœur net, on m'a clairement expliqué qu'avec les sécheresses, avec tous ces feux de brousse où des hectares et des hectares étaient partis en fumée, donc il y a des hectares aussi de production, de producteurs de semenciers qui sont partis en fumée. Ça avait donc un impact sur moi, mes acquisitions en semences. Et l'autre difficulté aussi, c'était qu'il y avait, il y a très peu, en tout cas au Sénégal, je n'en connais pas, mais des semences paysannes reproductibles pour les spéculations maraîchères. J'en connais pas, des gens qui sont là et qui l'ont fait dans notre zone. Donc, peut-être l'occasion sera ici aujourd'hui d'apprendre des autres où je pourrais m'en procurer. Mais pour l'instant, pour nous, l'idée, c'est de vraiment faire notre propre banque de semences qu'on a démarré depuis notre première année et on essaie de s'en sortir. Donc, voilà. L'impact se fait ressentir tous les jours. La cherté des intrants, ce n'est pas seulement les semences. La cherté des intrants, c'est
tout le matériel qu'on utilise, tous les équipements qu'on utilise, tout a augmenté. Tout autant que le riz, l'huile, etc. Les arrosoirs sont devenus plus chers. Les gouttes à gouttes sont devenus plus chers, l'énergie verte est devenue un peu inaccessible. Donc, on vit ça au quotidien. Tous les jours, il faut se réinventer, il faut être créatif, il faut trouver des solutions internes, des solutions, des ressources, se débrouiller avec les ressources existantes pour pouvoir un peu sortir la tête de l'eau. À cela s'ajoute maintenant par rapport à moi ce que je vis dans mon entourage, parce que je suis allée m'installer dans une zone rurale. Bon, on va dire qu'elle n'est pas totalement rurale, elle n'est pas totalement urbaine, mais c'est une zone qui à l'origine est une zone agricole où les jeunes ont délaissé les terres, ou parce que justement cet accès à la terre-là qui est devenu un gros problème, les paysans sont en train de brader donc leur terre pour pouvoir s'en sortir autrement parce qu'ils ne peuvent pas exploiter la terre qu'ils ont héritée de leurs ancêtres. De plus en plus de producteurs, de gros exploitants qui nous viennent du Nord, donc qui ont beaucoup plus de moyens, qui accaparent les terres, ou bien en tout cas on leur met à leur disposition et qui font un peu la compétition de nous, petits exploitants, donc qui n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes capacités donc, de nous en sortir. Et moi, j'ai autour de moi donc, tout cet écosystème, en fait, cet ensemble d'agriculteurs et d'agricultrices qui ne peut pas s'en sortir et qui délaissent les champs pour aller faire autre chose. Les femmes deviennent des ménagères, les hommes vont faire le charretier, etc. Parce que, et bradent leur terre parce que aussi les villages s'urbanisent. Au Sénégal, c'est des communes. Et donc, les communes, qu'est-ce qu'elles font? Et il faut délimiter les terrains et les paysans n'ont pas les moyens de payer donc, pour pouvoir s'approprier les terrains qui leur appartiennent depuis des générations. Donc, voilà ce qu'on vit ici dans mon entourage. Et l'accès au financement dont on nous a tellement aussi parlé, elle tarde en tout cas, nous, à se matérialiser concrètement au niveau de notre zone. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de zones du Sénégal. Personnellement, moi, je suis en fonds propres, donc je suis une entreprise sociale et solidaire. Depuis 3 ans, je fonctionne avec mes propres moyens. Et ce n'est pas tout le monde qui peut tenir 3 ans. Moi, je tiens difficilement. Et c'est la même chose aussi pour les paysans qui sont autour de moi. Et d'autres, parce que je suis dans des réseaux d'entrepreneurs de plus en plus et c'est le même contexte partout. Donc, les financements n'arrivent pas vraiment où ils ne sont pas injectés, en tout cas, nous, là où on pense qu'ils devraient être. Les paysans se retrouvent laissés à eux-mêmes. L'accès aux intrants, il est compliqué. S'il n'est pas inexistant, si on a des intrants, ils ne sont pas de bonne qualité. Ils sont chers déjà et ils ne sont pas de bonne qualité. J'en ai fait l'expérience cette année en voulant faire un champ d'arachides. J'ai reçu des arachides et encore j'avais la chance de pouvoir me payer un sac de semences d'arachides, mais qui étaient inappropriées à la culture parce que les semences n'étaient pas de bonne qualité. Et c'est ce qu'on vit au jour le jour, donc en tant que paysan, en tout cas petit exploitant. Pour ce qui est je ne sais pas si je vais parler de solutions, parce que je pense que je suis avec des experts qui sont sur la plateforme. On connaît les solutions. On sait ce qu'on doit faire pour que ça marche. Les volontés politiques sont affichées et moi, je me dis que c'est parce qu'il faut ticker des cases, il faut cocher des cases pour répondre aux normes internationales, en tout cas aux accords internationaux. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, soit on n'a pas vraiment envie de voir l'Afrique s'en sortir, ou nous, Africains, on est un peu trop conciliants aussi pour faire de sorte, parce qu'il faut avoir le courage justement de pouvoir dire non, ou de pouvoir se retrousser les manches et utiliser les ressources existantes, ce dont on a besoin, et refuser la dépendance à n'importe quel prix pour pouvoir s'en sortir. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vois de plus en plus des programmes qui sont mis en place comme solution pour un peu redorer le blason de l'agriculture, pour la souveraineté alimentaire, pour l'employabilité des jeunes, etc. Mais dans le fond,
l'efficacité de ces programmes-là, moi, m'interpelle, aussi bien au niveau de nos dirigeants qu'au niveau des programmes qui nous viennent du Nord pour nous appuyer. Je pense que la solution serait d'investir vraiment sur ceux qui sont sur le terrain, qui se battent avec leurs moyens et qui ont au moins un temps soit peu de résultats palpables. Il faut qu'il y ait des showcases, que les gens puissent investir dans des gens qui ont prouvé, avec le peu qu'ils ont. Mais je vois souvent quand ces programmes-là arrivent sur le terrain, s'ils arrivent, c'est de réinventer la roue. On a les mêmes programmes depuis plusieurs années. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture, les mêmes programmes qui changent de nom et qui se font et qui se répètent. On va aller prendre un groupe de jeunes agriculteurs ou de groupements féminins à qui on fait du saupoudrage, parce que moi, j'appelle ça du saupoudrage. On fait des discours à coups de milliards. Et quand ces milliards-là arrivent sur le terrain, ils deviennent des centaines de milliers. Donc, on vend du rêve aux agriculteurs, aux agricultrices, aux petits exploitants. On vend du rêve à la jeunesse. On les gonfle la tête avec des millions et des milliards. Et au final, on fait du saupoudrage où on va rester pas compétitif. Le petit exploitant africain, il va mourir petit exploitant. Le petit paysan africain, je n'ai pas vu aujourd'hui, et c'est ce que je dis souvent aux gens, aux ONG, etc. Je dis, ça fait 10 ans que vous êtes là. Ça fait 10 ans que vous êtes dans cette communauté et que vous dites que vous appuyez la population. Moi, je vous vois. Parce que moi, même si je n'habite pas dans ma ferme, j'y vais tous les jours. J'habite à Saly, par exemple. Je dis, toutes ces ONG-là, je les vois quand ils arrivent et je les vois au bout de 2-3 ans, ils ont quitté la brousse, ils sont en milieu urbain. Ils sont à Saly, ils sont au bord de la mer. Je n'ai pas vu un seul de mes parents paysans sérères, par exemple, dans la zone où je suis, qui est passé d'une charrette d'âne à une charrette de cheval, ou qui est passé de cheval à véhicule. Je les vois au même stade depuis 10 ans que vous êtes là et que vous dites que vous êtes venus aider l'Afrique. Je pense qu'il est temps que l'Afrique cède elle-même. Et c'est ça pour moi la solution. Et céder, c'est avoir le courage de dire non à certains privilèges. Parce que ce qui nous retarde, c'est que nous aussi, Africains, nous tenons beaucoup à ces privilèges-là et que nous ne reflétons pas, en fait, la réalité de ce qui se passe sur le terrain ailleurs. Les bailleurs, ils sont les bailleurs, mais souvent les chargés de mettre en œuvre les programmes de ces bailleurs-là, ce sont des Africains. Et pour moi, c'est nous-mêmes qui ne nous aidons pas. Donc, voilà. Et des personnes, justement, un peu comme moi et comme tant d'autres, certainement, qui sont sur ce panel aujourd'hui, qui osons dire, poser des questions, qui osons dire non, je n'accepte pas les financements à tous les prix. Et nous sommes laissés souvent en rade. Moi, on me contourne de plus en plus. On contourne. C'est-à-dire qu'on va avoir une initiative qui démarre en fonds propres, qui commence à faire ses fruits, mais on va prendre des petits jeunes ou une petite association, un petit groupement féminin à qui on va faire du saupoudrage, 5 millions pour un groupement féminin qui veut une unité de transformation. Ça ne sert absolument à rien. 5 millions, tu ne peux même pas acheter une bonne machine pour faire de la transformation. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut. Et l'autre combat qui est un combat que je mène aussi avec les agriculteurs de ma zone, et c'est le combat de tout le monde, c'est un peu l'accès à la terre. Sans la terre, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas louer une terre et vouloir faire une exploitation qui rapporte ou qui nous nourrit, etc. Donc, cet accès à la terre est primordial, accès aux ressources, accès aux intrants de qualité, parce que donner juste des intrants qui ne servent à rien, qui ne peuvent pas être exploités, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, accès au financement. Mais quel financement? Il faut qu'on arrête ce saupoudrage-là, de dire de mettre des chiffres, c'est-à-dire d'aligner des chiffres. On a formé 2000 femmes, 2000 groupements féminins, on a machiné. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose parce que c'est du saupoudrage. Quand on veut qu'une agriculture soit compétitive, quand on veut que des exploitants puissent nourrir le monde ou leur communauté, il faut leur donner les vrais moyens de pouvoir le faire. Donc voilà, moi, c'est ramassé comme ça et pour une première prise de parole. Merci donc, beaucoup, ce que j'avais à partager donc, avec le panel, en attendant des questions ou des clarifications. Je vous remercie. Un grand merci, Thérèse, pour cette merveilleuse introduction et présentation qui nous
ramène à quelques vérités fondamentales que nous discutons depuis pas mal d'années. En fait, les crises se rajoutent aux crises et ce n'est pas simplement la crise du moment qui nous préoccupe, mais la crise fondamentale de l'agriculture paysanne, notamment en Afrique. Je passe tout de suite la parole, en vous remerciant, Thérèse, beaucoup, à Mamadou Goïta, qui nous appelle de Bamako. Mamadou, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette invitation. Juste, je suis de passage à Addis Abeba avec une rencontre justement sur de l'Alliance panafricaine sur la souveraineté alimentaire. Je profite donc de cette opportunité pour intervenir. Je crois qu'on a 10 minutes pour introduire, pour permettre d'avoir un débat assez fécond avec les participants. Assez rapidement, juste pour dire que je crois que le décor est assez planté. Tout le monde sait aujourd'hui que ces crises qui engendrent des crises alimentaires vont être de plus en plus fréquentes. En 15 ans, nous avons connu 3 crises majeures qui ont contribué à ralentir en tout cas la dynamique de refondation et de reformulation, dans certains cas, des systèmes alimentaires dans nos pays. Nous avons connu 2008, juste la crise autour de 3 produits essentiels, que le maïs, à l'époque, d'ailleurs, le riz a été entraîné par le maïs et puis certains produits oléagineux. Nous avons connu une crise qui s'est répercutée sur l'Afrique. En 2019, nous avons connu donc la crise de Covid-19 qui, par mimétisme, l'Afrique a fermé ses marchés, fermé ses frontières, a subi de plein fouet la destruction de la production des producteurs, que ce soit des éleveurs, des pêcheurs, de ceux qui font de la production forestière, etc., qui ont eu des dégâts énormes suite à des décisions qui ont été prises au niveau politique. Et maintenant, la crise entre la Russie et l'Ukraine, où le blé, qui n'est pas un produit aussi important en termes de consommation dans la plupart des pays africains, donc quand on regarde les cas spécifiques de l'Afrique de l'Ouest, le blé qui est en crise, c'est vrai qu'il y a la question de carburant aussi, a créé un choc dans beaucoup de pays avec des augmentations de prix. Donc, de plus en plus, il faut s'attendre à ces crises-là. Je crois que la question fondamentale, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse ne pas subir les conséquences de ces crises? Mais si on regarde de façon schématique la tendance aujourd'hui sur la crise actuelle, juste pour dire un mot avant d'aller au point que je voulais faire, si on regarde aujourd'hui entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, avec la crise d'un produit comme le blé, qui est généralement utilisé pour la production du pain, et il y a des pays qui sont des pays importateurs en Afrique, comme la Somalie, comme le Soudan et d'autres pays, qui devraient subir des chocs en lien avec ça, mais pas un pays comme le Mali ou le Burkina Faso, qui, la grande majorité de la population dépend de notre type de production. Et il y a certains outils stratégiques qui existent aujourd'hui qui devaient nous permettre d'atténuer les effets de cette crise et ne pas subir les augmentations des prix qu'on a connues. Parce que si on dit effectivement que le transport entre les villages et les espaces de vente peut poser un problème parce qu'il y a une crise de carburant qui existe, mais les autres éléments internes et externes devaient permettre d'atténuer ces prix-là sur les marchés. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le schéma global, il ne devait pas avoir spéculation, augmentation des prix, parce qu'aujourd'hui, si on regarde la question de la transparence du marché, parce que c'est ça un gros problème. Le marché est un marché non transparent, le marché mondial. Et le choc de 2008 a montré déjà qu'il n'y a pas de transparence. Malgré le fait qu'on a connu ce choc-là, parce que tout simplement, si on regarde les 6 grandes entreprises qui sont les entreprises qui vendent aujourd'hui ces céréales-là et qui ont des stocks de blé, si ces entreprises mettaient à disposition du marché ces produits, on n'allait pas connaître ces prix, cette augmentation de prix pendant cette période-là. En moins de 2 mois, les prix ont flambé. Et là, je crois que Philippe vient de nous dire tout de suite l'augmentation flagrante des prix, de l'augmentation qui a encore été constatée ces derniers temps. Donc, il y a une non-transparence au niveau du marché international qui fait aujourd'hui que la crise se répercute sur l'ensemble des pays. Des pays comme la Chine, ce n'est pas seulement les entreprises, mais aussi des pays comme la Chine, où on sait que les stocks qui existent dans ces cas-là sont de stocks aussi importants qui auraient pu permettre d'atténuer cette augmentation de prix s'il y avait cette transparence-là. Mais la spéculation pour créer de façon artificielle l'augmentation est fondamentale et les statistiques pourront vous les démontrer. Alors, ceci étant, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui ne devrait pas. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest en général?
et le Mali aussi en particulier, ne devraient pas subir ces chocs-là tels qu'ils se présentent. J'ai parlé des habitudes alimentaires. Jusqu'à aujourd'hui, un pays comme le Mali consomme en majorité le mil et le sorgho. Ce sont les produits les plus consommés dans l'alimentation des Maliens. Vous ajoutez, vous venez sur le riz ou d'autres produits où on n'est pas normalement, on n'est pas dépendant de l'extérieur pour le cas du Mali parce qu'on produit 93% de nos besoins en riz aujourd'hui dans le pays. Mais il y a des outils qui ont été mis en place depuis des années et qui devaient permettre justement d'atténuer cette crise-là. Pour les 5 minutes qui me restent. Alors, le premier instrument, parce que le Mali et les pays du Sahel, les SILS, jusqu'au niveau de l'UEMOA ou de la CEDEAO, ont mis en place un mécanisme qui s'appelle les systèmes de défense en matière de sécurité alimentaire. Il y a le premier niveau de défense. Le premier niveau de défense est le niveau des stocks résiduels et des stocks paysans qui existent au niveau des localités ou à travers les banques de céréales, à travers les dispositifs disons de stocks familiaux qui sont souvent très importants, malgré le fait qu'on va sur le marché, mais il y a quand même cette prudence-là. Il y a certaines zones au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs où les stocks équivaut à 2 ans de consommation de certaines localités. J'extrais la crise sécuritaire que ces pays sont en train de connaître, mais il y a jusqu'à présent des zones où la réserve alimentaire de premier niveau, qui est le premier niveau de défense pour les populations contre ce genre de phénomène, c'est le niveau des paysans, des stocks paysans. Il y a un deuxième niveau qui existe, qui est le niveau national. Dans tous les pays du SILS, pays membres du SILS, et aujourd'hui même les pays côtiers sont des membres du SILS, le comité intertétal de lutte contre la sécheresse, il y a ce qu'on appelle les stocks nationaux de sécurité alimentaire. Ces stocks nationaux constituent des réserves alimentaires qui doivent permettre justement non seulement d'intervenir dans le conjoncturel, mais aujourd'hui, depuis quelques années, les réflexions sont aussi pour que ces stocks interviennent dans le structurel. Le conjoncturel étant les crises alimentaires ou d'autres points qu'on peut connaître, et même les pays du Sahel, ces dernières années, vous allez constater qu'il y a une augmentation des productions. Donc, ces stocks nationaux sont des instruments qui doivent permettre de réguler aussi le marché national au cas où les produits sont abondants sur le marché et les paysans perdent de l'acheter à juste prix pour lui permettre non seulement de reconstituer son stock, mais d'avoir un revenu décent, mais aussi, et en retour, quand le marché devient un peu plus compliqué avec la rareté de produits pour les consommateurs, de réguler aussi cette partie. Peut-être qu'il est rattrapé par ses activités à Addis Abeba. Peut-être qu'on le reprendra par la suite si on le retrouve. Peut-être on passe tout de suite à Deo. Gracias, Nyonkuru. J'ai prévu pendant ces 10 minutes d'essayer de parler de ce que j'ai appelé les fausses solutions. Les fausses solutions, parce que devant la crise qu'il y a aujourd'hui, il y a toute une panoplie de solutions qui sont proposées, tantôt au niveau local, tantôt au niveau national et même au niveau international. Philippe a assez bien résumé un certain nombre de fausses solutions, de faux problèmes dans son introduction. Mais un premier problème que je voudrais mettre en exergue, c'est que cette crise n'est pas uniquement due à la guerre en Ukraine. J'ai même l'impression aujourd'hui que le Covid est la cause majeure des questions qui se sont posées. Un des problèmes, par exemple, c'est l'augmentation des prix du transport. Entre Bujumbura et, par exemple, Dubaï, un des principaux marchés d'approvisionnement, un conteneur de 40 pieds est passé plus ou moins de $1,200 à $1,300 à près de $3,000. Une exacerbation comme ça des prix du transport a eu des conséquences extrêmement importantes sur non seulement les prix des aliments, mais sur l'ensemble de la vie. Et j'apprends par exemple aujourd'hui ou hier qu'il a été décidé qu'on va augmenter les taxes de passage sur le canal de Suez, avec les conséquences qu'on va avoir, évidemment. Donc,
ceci est très important. La crise que nos pays sont en train de vivre, c'est essentiellement une crise de politiques agricoles. Pas seulement de politiques agricoles d'ailleurs, mais de politiques générales. C'est des politiques de contrôle de l'humanité par un certain nombre, je ne vais même pas dire de superpuissance, mais essentiellement d'un certain nombre d'industries qui veulent contrôler l'humanité. Et cette logique-là, si elle ne prend pas forme, tout ce que nous sommes en train de faire est absolument inutile. Avec un contrôle de la semence, un contrôle des engrais, un contrôle des marchés, un contrôle des systèmes de transport, nous sommes dans un monde qui est en fait en train de se suicider. C'est curieux combien des entreprises aussi intelligentes qui disposent certainement du meilleur brain sur la Terre acceptent de se suicider. Parce qu'ils sont en train de détruire les ressources, ils sont en train de détruire l'humanité en polluant. Et je ne sais pas où vont les mener de telles politiques qui malheureusement deviennent soutenues par des politiques. Dans mon pays, Burundi, c'est un petit pays pauvre. On dit même qu'il aurait l'IDH le plus faible de l'humanité aujourd'hui. Moi, je n'y crois pas du tout. J'ai suffisamment voyagé en Afrique pour savoir qu'il y a des pays bien plus pauvres. Ce pays a un avantage formidable d'être bien arrosé. Il a 9 mois de précipitations. Il est possible d'y cultiver 9 mois sur 12. Il est possible aussi d'irriguer dans ce pays-là. Aujourd'hui, ce qui s'est passé suite aux différentes pressions qui sont... Alors, ce sont des pressions multiples. Il y a d'abord des politiques qui sont définies localement, mais suite à des pressions de bailleurs de fonds qui indirectement incitent les États à des systèmes de monoculture qui sont en train de détruire la sécurité alimentaire. Un exemple très simple, le Burundi a connu des séquences de famine dans son histoire pendant longtemps. Et ces séquences de famine au Burundi ont été pratiquement terminées par le fait que la colonie belge a introduit des cultures en marais. Depuis lors, ces cultures en marais ont permis d'amortir les famines. Ces systèmes ont permis de pouvoir avoir une 3e saison agricole avec des légumes, avec des haricots, avec une alimentation qui complétait les mois les plus difficiles. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, on dit non, il faut y introduire des cultures monétaires, du maïs en particulier, du riz en particulier. Ces cultures-là ne sont pas des cultures alimentaires. Donc, un des problèmes qui est en train de se passer, c'est de pousser l'agriculture à devenir d'abord un investissement commercial. Et ça, tous les pays d'Afrique, ils sont fortement poussés, ils sont incités avec des mécanismes extrêmement puissants, avec des incitants financiers, du conseil, et il se fait que l'essentiel de ces filières sont contrôlées par des multinationales. Donc, si on transforme l'aliment en un produit commercial d'abord, c'est le premier suicide de l'Afrique parce que la majorité de la population qui reste rurale n'achète pas sa nourriture. Et ça, c'est un des seconds points que je vais aborder. Les politiques actuelles
pour essayer de résoudre la crise sont essentiellement fondés sur les villes. Ce sont les villes qui sont en train d'être privilégiées. On réfléchit non pas en termes de nourrir les populations, mais de nourrir d'abord les villes, parce que politiquement, évidemment, il s'agit et donc les États ont peur des villes. Ils vont se spécialiser dans l'importation de produits généralement bas de gamme, avec pour conséquence la destruction des marchés locaux. L'idée de croire que la crise actuelle est une crise de pain, de blé, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, et des pays, surtout ex-colonies françaises, qui ont abandonné pratiquement l'alimentation locale. L'Afrique humide, en tout cas, c'est-à-dire l'Afrique des savanes, l'Afrique équatoriale, l'Afrique des hautes altitudes, donc essentiellement l'Afrique de l'Est, ce ne sont pas des populations qui mangent du pain. Oui, devenu utile, mais les populations ont de la patate douce, les populations ont du mil, les populations ont... Donc, réduire la question au pain et investir les budgets actuels qui existent dans l'importation du blé, dans la subvention du pain, c'est vraiment une grave erreur. Et la crise actuelle n'est même pas comme le mien, et ça, Philippe l'a très, très bien expliqué au début. Les prix des produits locaux ont flambé. Le prix du haricot, par exemple, a été multiplié par 2, le haricot pays. La patate douce a augmenté de prix. Le maïs a pratiquement triplé de prix. Et ça, c'est des produits locaux. Qu'est-ce qui s'est passé? On a amplifié finalement la crise actuelle, celle du Covid, conjuguée à celle de la guerre russo-ukrainienne, a amplifié l'ensemble du prix, essentiellement à travers les coûts de transport et les spéculations que commençait à évoquer mon prédécesseur. Les spéculations sur les marchés. Le Burundi appartient à la fois à la communauté est-africaine et à la communauté des pays d'Afrique centrale, avec des marchés plus ou moins ouverts ou plus ou moins fermés, ça dépend. Et donc, les prix sont automatiquement ajustés sur ceux du marché. Et donc, on subit sur toutes les productions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la communauté internationale, pour essayer de résoudre la crise à laquelle nous faisons face, généralement veut agir sur l'élément alimentaire. Ce n'est pas ça la solution. La solution actuelle et la seule qui va marcher, c'est de l'aide budgétaire. Tant qu'il n'y a pas d'aide budgétaire sur les États actuels africains, les pays sont à bout de souffle. Ils essaient de financer des subventions d'engrais. Ils sont en train de subventionner le carburant. C'est intenable pour un État. En fait, c'est l'ensemble du système économique de ces pays qui est aujourd'hui en mal. Je voudrais insister également sur un point clé. Non seulement aujourd'hui, il y a des déficits d'engrais, par exemple, ou d'aliments, évidemment, en conséquence, mais en plus de ça, il existe une réelle hypocrisie.
On sait par exemple que les États du Nord ont sécurisé leurs approvisionnements en engrais. Et en sécurisant les stocks disponibles sur le marché international, mais ils sont devenus introuvables. Cette année, le gouvernement de mon pays a mis sur la table 80 milliards de francs burundais de plus sur le budget agricole. Ils étaient essentiellement destinés à suivre, dans ces 40 millions, à peu près 40 millions de dollars, d'euros, de francs suisses, c'est presque équivalent aujourd'hui. Eh bien, avec ça, le pays a essayé justement de s'approvisionner en engrais. Un, les engrais sont introuvables. Deuxièmement, les engrais ont presque triplé de prix. Et du coup, des efforts aussi importants pour un pays pauvre comme le Burundi, non, je ne vais pas dire qu'ils ne servent à rien. Au lieu d'importer 50 000 tonnes d'engrais, ils n'ont pu en importer que 17 000. Après un consensus national de tout le monde pour essayer au moins de booster ce secteur, le gouvernement ayant proclamé l'année 2022 comme l'année agricole. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Il y a un système qui ne marche pas. Et il faut cesser de réfléchir en cochant des cases. Il faut vraiment réfléchir de manière globale, en particulier dans l'agriculture. En particulier dans l'agriculture, il faut vraiment que les puissent réellement se mobiliser pour promouvoir un autre modèle, ce que moi j'appelle des systèmes de production qui soient. Et ça, ce n'est possible que grâce à des combinaisons multiples. J'ai longuement expliqué dans mon livre de tels systèmes, comment ils doivent, mon livre qui s'appelle « Pour la dignité paysanne ». Alors, pour terminer, quel est le rôle des ONG aujourd'hui? Quel est le rôle d'une ONG, Tourism for Help, IRED, Philea, etc.? Le premier rôle sur lequel devrait travailler, sur lequel devrait vraiment travailler, c'est le plaidoyer. C'est le plaidoyer parce que les politiques actuelles sont déterminées par les États. Ce sont des questions macroéconomiques qu'une seule organisation n'est pas capable d'attaquer. Et ce plaidoyer ne se réalise pas seulement au Sud. La FGC fait bien de financer des programmes, des programmes de plaidoyer au Sud. C'est utile. Mais comme je l'ai longuement expliqué, les questions se trouvent autant au nord qu'au sud. La raréfaction des engrais, les pressions exercées par l'agrochimie, les politiques de développement sont quand même déterminées au nord. Et évidemment, oui, ok. Et au sud, évidemment, nous mordons, nous nous y mettons. Donc, d'abord, un programme de plaidoyer au nord et au sud, un programme conjoint de plaidoyer. Je vais terminer en invitant la FGC et les organisations membres à réfléchir aujourd'hui à des programmes régionaux, à faire en sorte que les ONG membres, par exemple, de la plateforme, ou les ONG qui sont financées aujourd'hui par la FGC, puissent décider d'un programme international de plaidoyer.
J'invite donc l'AF entre les ONG du Nord et celles du Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup, Déo, pour cette intervention extrêmement riche. Je passe tout de suite la parole à M. Kako Nebukpo, qui est donc économiste auprès de l'UOMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, et qui nous parle depuis Ouagadougou. Vous avez la parole, monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Super. Donc, dans les 10 minutes qui nous sont imparties, je voudrais dire 2 séries de choses. Donc, revenir tout d'abord sur les éléments qui ont été mis en évidence par les collègues. Donc, pour dire un peu ce que, dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous essayons de mettre en place comme réponse de court terme. Et ensuite, dans la seconde partie de mon propos, indiquer les 3 éléments de moyen terme qui me paraissent impératifs pour apporter une réponse structurelle au défi de l'insécurité alimentaire. Donc, comme les collègues l'ont dit, on fait face à une addition de 4 chocs qui provoquent l'inflation que nous observons à l'heure actuelle. Le premier choc, c'est évidemment la pandémie de COVID, donc qui a déstructuré les chaînes logistiques internationales, et ce qui a provoqué une hausse des prix des produits quand ce n'est pas carrément une impossibilité d'accès à un certain nombre de produits. Le deuxième choc, c'est le choc sécuritaire qui fait que le Sahel aujourd'hui est en grande difficulté. Il y a beaucoup de populations qui sont déplacées, et parmi ces populations, ce sont essentiellement des ruraux et donc des agriculteurs qui ne pourront pas emblaver cette année. Le troisième choc, c'est la reprise post-pandémique. Donc, la reprise a été brutale, ce qui fait que la demande a été largement supérieure à l'offre, ce qui a fait que les prix ont également augmenté rapidement. Et enfin, ça a été dit, c'est la guerre russo-ukrainienne qui a engendré les conséquences que vous connaissez. Donc là, nous faisons face à une addition de 4 chocs. On pourrait citer d'autres chocs qui sont moins conjoncturels, comme la question climatique, mais qui est une tendance lourde et qui provoque des sessions de sécheresse et d'inondation qui ne favorisent pas des productions stables. Voilà. Et donc, nous, dans le cadre du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire, qui est présidé par le président du Niger, Mohamed Bazoum, nous nous sommes réunis au mois de juin dernier à Niamey pour faire le point et proposer 6 éléments de réponse. Le premier, c'est les achats groupés d'intrants. On a remarqué que les États vont chacun sur le marché des intrants, et donc ils n'arrivent pas à bénéficier de l'effet de groupe qui pourrait leur permettre de mieux négocier. Et donc là, on incite fortement les États à opter pour les achats groupés d'intrants. La deuxième réponse, c'est la mobilisation du secteur bancaire et financier. Déo a dit tout à l'heure l'importance des appuis budgétaires, mais on ne peut pas laisser de côté les banques de développement qui peuvent aussi, dans cette situation difficile, apporter leur contribution. Le troisième élément de solution que nous préconisons, c'est l'ouverture des frontières. Nous constatons que dans une sorte de réflexe de survie, chaque État a tendance à fermer ses frontières, ce qui fait qu'on a des zones excédentaires qui cohabitent avec des zones qui sont plutôt déficitaires. Et donc, nous pensons que l'ouverture des frontières au sein de l'espace UEMOA et de l'espace CEDEAO
pourrait permettre une stabilisation en tout cas une circulation plus aisée de la production. Et ça pourrait aider les zones déficitaires à être approvisionnées. C'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Le quatrième élément de solution, c'est la mise en œuvre des plans nationaux de réponse. Comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, les États ouest-africains, chaque année, mettent en place ce qu'ils appellent des plans nationaux de réponse. Et cette année, pour les pays les plus touchés, qui sont les pays du Sahel, Burkina, Niger, Sénégal, les montants des plans nationaux de réponse s'élèvent à peu près à 600 milliards de francs CFA, donc un peu moins d'1 milliard d'euros. Et au mois de juin, nous avons pu mobiliser 53%. Là, au mois de septembre, suite à la réunion du PREJEC qui s'est tenue à Lomé, au Togo, la semaine dernière, on était à 69% de couverture des plans nationaux de réponse. Voilà. Le cinquième élément qui nous paraît fondamental, c'est sécuriser dès à présent l'approvisionnement en intrants de la prochaine campagne 2023-2024. Parce que ce qu'on a constaté cette année, c'est que certains États n'ont pas pu commander à temps les intrants. On avait organisé sous la houlette de mon département, donc de l'agriculture, à Cotonou au mois de décembre dernier, une rencontre pour essayer de faire face à la flambée des prix. Donc, c'était avant même la crise russo-ukrainienne. Nous constations déjà une flambée des prix, puisque la potasse avait été déjà multipliée par 4 en un an. Et ce qu'on a constaté, c'est que même les États qui commandaient au mois de décembre 2021 ne pouvaient pas être livrés avant juin-juillet 2022, du fait du phénomène de file d'attente sur le marché international des intrants. Et donc, il y a un impératif à commander dès maintenant les intrants pour la campagne 2023-2024, quasiment. Et enfin, sixième et dernier point, c'est renforcer nos capacités en matière de réserve régionale de sécurité alimentaire. Amadou Goïta a commencé à en parler tout à l'heure, avant malheureusement d'être coupé. Les 3 organisations intergouvernementales, c'est-à-dire la CEDEAO, le SILS et l'UEMOA, ont mis en place depuis un certain nombre d'années des réserves de sécurité alimentaire qu'on alimente au fur et à mesure des possibilités et on se rend compte qu'il faudrait augmenter les capacités de ces réserves. Voilà. Mais tout ceci, et ça a été dit également, n'empêche pas les réflexions de moyen terme, lesquelles, à mon avis, pourraient prendre 3 formes qui ne sont absolument pas mutuellement exclusives. Le premier enjeu, c'est vraiment le renforcement du référentiel technique. On ne peut pas, plus de 60 ans après les indépendances, avoir les productivités que nous avons. C'est très faible. Moi qui suis économiste coton, j'observe que depuis plus de 62 ans, les rendements à l'hectare du coton n'ont jamais dépassé 1 tonne à l'hectare. Okay. Il y a même des zones aujourd'hui en Afrique de l'Ouest où nous sommes passés 10 tonnes à l'hectare en 1960 à 800 kg à l'hectare. Okay. Pendant que nos concurrents sur le marché mondial sont passés à 3 tonnes à l'hectare. Okay. Et donc, il y a un enjeu lié à la productivité, donc à la maîtrise de l'eau, au respect des itinéraires techniques, à la formation des producteurs qui vieillissent et les plus jeunes n'ont pas accès à la formation à laquelle les plus anciens ont pu bénéficier. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de l'enrichissement du référentiel technique. Le deuxième enjeu, c'est l'accès aux services à l'agriculture. Dans le monde rural ouest-africain, les paysans n'ont pas accès aux services, c'est-à-dire le crédit, l'assurance,
les capacités de stockage, les pistes rurales, et donc tout ce qui peut servir ou être résumé sous le concept d'arrangement institutionnel, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on renforce. Je pourrais parler, par exemple, des organisations des producteurs qu'il faut renforcer. Vous savez comme moi les difficultés qu'on a pu avoir dans les filières cotonnières autour du crédit solidaire, qui fragilise un peu l'idée de la mutualisation des risques. Donc, en termes de structuration des organisations des producteurs, il y a un vrai enjeu pour qu'ils puissent avoir la capacité de négocier une part plus importante de la valeur créée par les filières. Et ce qui fait que si on couple l'impératif des services à l'agriculture avec la nécessité de renforcer les capacités des organisations de producteurs, on aura fait un pas qui me semble important. Et enfin, troisième et dernier élément, Déo en a parlé, c'est la mise en cohérence des politiques publiques. Moi, je suis surpris de voir à quel point nous évoluons de manière parallèle dans la définition de nos politiques publiques. C'est-à-dire que la politique agricole se fait indépendamment de la politique commerciale. La politique commerciale se fait indépendamment de la politique budgétaire, qui elle-même se fait indépendamment de la politique monétaire. Mais tout ça est lié. Ce qui fait que si on prend juste la politique agricole, aujourd'hui, on est incapable de dire exactement ce que nous visons. Est-ce qu'on veut stabiliser les prix des produits agricoles? Est-ce qu'on veut stabiliser les revenus des producteurs? Est-ce qu'on veut stabiliser les deux? Pour revenir un peu au cadre européen et nord-américain, est-ce qu'on est plus dans la politique agricole commune de Bruxelles, première version, ou est-ce qu'on est plus dans une logique de découplage, comme le font les Américains et comme semble le faire de plus en plus Bruxelles? Donc, il y a cette discussion autour des orientations de la politique agricole que nous devons avoir dans nos pays et la cohérence entre ces politiques agricoles et la question de la protection. Okay. Nous, dans l'UEMOA, nous avons fait du désarmement tarifaire depuis une vingtaine d'années, ce qui fait qu'on a les droits de douane les plus bas du monde. Et en termes d'incitation, il est préférable quasiment d'importer le riz thaïlandais plutôt que d'essayer de produire le riz nous-mêmes. Vous voyez, donc on est quand même dans des logiques où la question de la cohérence des politiques publiques devrait être mise au cœur de l'agenda. Et moi, à titre personnel, c'est pour ça que j'ai bien apprécié le lancement par l'Union européenne et la France au mois de mars dernier de l'initiative FARM avec ces trois dimensions, la dimension production, la dimension commerce et la dimension solidarité, parce que je pense qu'à travers ce genre d'initiative, on peut avoir des débats sains et fructueux sur une co-construction de la solidarité internationale qui me paraît importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kako Demukpo, pour ces propos vraiment très, très stimulants et très, très profonds. Je me tourne à nouveau vers Mamadou Goïta, s'il pouvait ou s'il était en mesure de compléter son intervention, qui a été coupée par des problèmes techniques. Merci beaucoup. J'ai dû me déplacer d'une place à une autre parce que j'ai une coupure générale. Alors, donc, ce sont les réalités aussi. Comme je l'ai dit, je suis à Addis Abeba. Donc, il me restait 3 minutes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Vous nous expliquez que vous étiez à un premier niveau et un deuxième niveau de stocks nationaux. Très bien. Alors, donc, je vais rapidement parce que je crois que j'étais à la 7e minute de mon intervention quand c'est coupé. Et assez rapidement pour dire que ce deuxième niveau est un niveau extrêmement important, donc le niveau national. Et pour la simple raison que non seulement ça permet de gérer des situations conjoncturelles
avec les crises ou les années où il y a moins de production, mais aussi d'aider des problèmes récurrents qu'on a aujourd'hui, les inondations, des poches de sécheresse. Mais aussi, c'est un outil important de réguler les marchés nationaux à travers donc l'approvisionnement ou l'achat aux paysans. Parce que je crois qu'il y a un élément important qu'on n'insiste pas souvent, sur lequel on n'insiste pas souvent. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette approche de prix aux producteurs pour aller vers une approche de revenu de producteurs. C'est deux concepts qui sont différents parce qu'on voit que les prix qu'on fait et qui sont souvent calculés sur la base donc, des coûts de production, plus ce qu'il peut y avoir, un peu plus qu'on considère comme des prix rémunérateurs, ne permettent pas justement d'aller vers l'évolution du coût de la vie qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Donc, il faut qu'on puisse réguler ces questions de prix ou revenus du producteur. Donc, ça peut permettre justement de réguler les marchés pour justement que les questions de revenus du producteur soient prises en charge dans le cadre donc de ces stocks de sécurité. Alors, l'autre élément de ces stocks de sécurité au niveau national, c'est le stock de solidarité. Parce que chaque stock national de sécurité a 5% dans le cadre de la solidarité régionale. Donc, quand le Mali est en difficulté, les autres pays membres doivent libérer 5% de leur stock pour venir en aide à ces pays-là. Donc, cette solidarité qui est là permet aussi non seulement de créer cette intégration régionale, mais aussi d'aider à ce que la richesse qui est créée autour de l'agriculture puisse rester dans l'environnement de la région. Le troisième niveau, je pense que mon ami et frère Kako vient d'en parler tout à l'heure, c'est le niveau régional, qui est une initiative de réserve qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Donc, les réserves régionales constituées des produits de consommation de nos pays sont localisées dans différents pays. Donc, il y a des zones stratégiques qui sont identifiées pour localiser ces réserves-là. Ces réserves, au-delà, nous avons insisté là-dessus depuis les premières réunions à Dakar pour dire qu'on ne doit pas se limiter encore à avoir une réserve alimentaire pour la sécurité alimentaire, on doit avoir une réserve alimentaire pour la souveraineté alimentaire. Dans ce sens où ces réserves doivent permettre justement la régulation des marchés, ce que beaucoup de gens, aujourd'hui dans la perception néolibérale de la sécurité alimentaire, ne veulent pas concevoir, ne veulent pas accepter. Mais ces réserves doivent permettre de réguler le marché régional, les marchés transfrontaliers, avec l'approvisionnement ou l'achat aux producteurs nationaux. Donc voilà les trois niveaux. Alors, juste assez rapidement pour terminer, je dirais que nous ne devons pas connaître ces crises-là parce que ces réserves sont mal gérées. Donc, il faut une gouvernance de ces réserves-là de la manière la plus adéquate parce qu'il y a des réserves qui sont physiques et des réserves, une partie de la réserve est physique et une partie est monétaire. Mais on se rend compte que quand il y a une crise, quand on va dans les stocks, on trouve que la corruption ou d'autres éléments qui s'ajoutent, que ces stocks sont souvent vides ou ces stocks ont moins que ce qui est attendu par les populations, où il y a des détériorations de ce niveau de stock, donc il nécessite, disons, un travail important. Mais dans le cas d'espèces aussi, quand on va où il n'y a pas le produit et on doit l'acheter en faisant ressortir la partie du stock qui est monétaire, on se rend compte souvent que cet argent n'existe pas. Donc, il y a des formes de régulation à faire, mais globalement, aujourd'hui, on sait que pour pallier ces crises-là, pour faire face à ces crises, on doit changer de mode opératoire sur la production. Aujourd'hui, les perspectives agroécologiques offrent beaucoup plus d'élan de création de la richesse à l'intérieur et d'éviter l'extraversion de notre économie par les achats de produits à l'extérieur. Et donc, ça passe par l'intégration régionale. Deuxième élément fondamental, la question de politique a été soulevée. Il faut qu'on aille au-delà pour voir dans quelle mesure on peut avoir des investissements importants en termes d'infrastructures, mais aussi d'investissements pour un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ça a déjà été dit. C'est fondamental et que ce soit en priorité les ressources publiques de nos pays, de nos États qui soient investis dans cette agriculture, dans l'élevage, dans la pêche et dans la foresterie. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit insister pour que le capital humain qui est là aujourd'hui puisse être accompagné par des moyens adéquats. La question des ressources, notamment les ressources, ce que j'appelle, disons, la terre, l'eau, les semences, etc., qui sont de nature aussi extravertie actuellement, puissent être intégrées dans l'appropriation de ceux qui produisent. Donc, voilà un certain nombre de choses sur lesquelles je voulais insister pour dire que les réserves, que ce soit sur le plan des semences, sur le plan, disons, des intrants et autres, et il faut qu'on développe aujourd'hui une perspective de transformation systématique de la production d'intrants dans notre région,
le paradoxe de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'on veut créer une industrie locale, que ce soit fumier organique, les intrants organiques ou les intrants chimiques à l'intérieur de la région, mais en même temps, on met à taux zéro les importations de ces fertilisants-là. Ça veut dire que ça décourage tout producteur de fertilisants et beaucoup de nos pays ont les phosphates. Tous les pays qui ont le désert ont les phosphates en abondance. Comment arriver à cette transformation qui est moins toxique d'abord, un, et de deux, qui peut très vite transiter vers une production organique dans le cas d'espèces, dans le cas de la transition agroécologique. Voilà certaines des choses sur lesquelles je voulais juste insister, en sachant que le temps est extrêmement court et que les débats vont permettre d'aller un peu plus loin dans certains de ces points. Encore, je m'excuse pour l'interruption, qui est due tout simplement à une coupure générale ici au niveau de Addis Abeba, entre là où je suis actuellement et je me suis déplacé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou, pour cette reprise de votre intervention première. Nous passons maintenant à notre phase échange. Je constate quand même qu'il y a vraiment un thème commun aux 4 interventions qui est celui de la dépendance. Comment est-ce que l'Afrique peut s'organiser pour moins dépendre des importations, pour moins dépendre des crises extérieures et davantage compter sur ses propres ressources? Il y a énormément de chats qui font le point sur 2 thèmes, à savoir l'appui à l'agroécologie, à la production paysanne agroécologique, d'une part, et d'autre part, l'orientation des politiques agricoles et comment faire pour que ces politiques donnent la priorité aux productions nationales et moins aux importations, avec un meilleur appui aux paysans. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir à ce stade-là pour poser une question. Il y a M. Fernand Vincent de l'IRED qui a levé sa main. Fernand, vous avez la parole. On m'entend? On vous entend très mal. Bon, écoutez, vous allez d'abord laisser la parole aux Africains d'abord. Je rappelle, bon, je suis un des fondateurs de ce groupe de travail qui se réunit aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a déjà eu des réunions en Afrique, en particulier au Cameroun et au Burundi. Je suis un des fondateurs de l'IPD et de l'IRED. Et mon intervention est la suivante. On est dans un monde en crise. Cette crise, elle apparaît actuellement de façon très forte autour de l'après-Covid et également de la guerre en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine, partout ailleurs et en Afrique en particulier avec la violence israélienne. Maintenant, dans cette crise, il y a des bénéficiaires et il y a des gens qui, évidemment, sont ceux qui payent les conséquences de cette crise. Et les paysans africains sont ceux qui sont... Donc, ce que je voulais dire, c'est ce que Oxfam vient de publier récemment de façon très intéressante, un paper intéressant. Et en fin de compte, le problème de fond est le système économique mondial dans lequel nous sommes et qui font que certains font actuellement des bénéfices. Les bénéfices des multinationales n'ont jamais été aussi importants qu'actuellement au moment où les prix des consommateurs descendent. La question, elle est évidemment de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Je passe tout de suite à ça. Ce qu'on doit faire, on doit le faire d'abord en Afrique avec les organisations paysannes. Il faut repartir de la base. Il n'y aura pas de changement sans une pression d'un nombre très important de personnes. Ce n'est pas les gouvernements qui nous apporteront la solution. Eux sont là un cadre dans lequel on peut peut-être s'appuyer pour faire passer des idées, mais la pression, comme Déo l'a dit dans son papier, d'un lobbying international organisé est extrêmement important
Il faut faire pression. Rappelez-vous Gandhi, rappelez-vous Martin Luther King, etc. Il y a là un travail conséquent à faire. Il y a évidemment un travail extrêmement important qui appartient principalement et presque totalement à nos amis africains, c'est de modifier leur système interne. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Quand il y a 40% de la production alimentaire qui arrive d'Europe pour les pays africains et qu'on continue à vendre du cacao dont le prix descend sur le plan mondial, il y a réellement un problème. Et ce n'est pas le nôtre, c'est le vôtre. C'est-à-dire comment vous organisez-vous entre organisations paysannes pour pouvoir développer. Donc, il y a un travail de lobbying, à la fois en Europe, à la fois donc, sur place. Et simplement, je termine en disant il sera intéressant que cette rencontre, cette réunion d'aujourd'hui, donne des lignes générales d'une réponse à cette question. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Fernand Vincent. Je passe la parole à Tata de l'association OADEL, qui est, je crois, au Bénin. Non, au Togo. Togo. Oui, c'est bien le Togo. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Isa. Bonjour Tata. Ma première question va à Mamadou Goïta. Entre-temps, il a dit que la constitution des stocks au niveau de notre pays, de nos pays, vise plutôt la sécurité alimentaire, plutôt que la souveraineté alimentaire. Je voudrais qu'il me clarifie ça et quelle est la différence qu'il fait et comment orienter justement ces stocks alimentaires vers la souveraineté alimentaire plutôt que la sécurité alimentaire. L'autre question, c'est à mon aîné Kako, c'est savoir est-ce que cette crise-là n'a pas de lien aussi avec les questions monétaires, dans la mesure où aujourd'hui, quels que soient les différents projets que les organisations de la société civile ou des organisations paysannes font, l'État souvent dit « je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens ». On vit une crise où il faut apporter des réponses alternatives urgentes qui nous permettent justement de nous autonomiser sur le long terme, où les différentes idées innovatrices que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas de financement. Les banques que nous avons chez nous sont plutôt aussi des banques commerciales plutôt que des banques de développement. Or, il faut apporter une question urgente qui demande des moyens financiers qu'on ne doit pas forcément attendre de l'extérieur. Dans ce cas, comment faire en sorte que nos États aient la capacité de pouvoir financer justement des solutions innovantes qui nous permettent de sortir durablement de la crise. Voilà les deux questions que j'ai en attendant. Merci. Merci beaucoup, Tata du Togo. Mamadou Goïta, est-ce que vous pouvez répondre sur la question les stocks pour la souveraineté alimentaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup, Philippe. Je crois qu'il y a une nuance extrêmement importante qui joue non seulement sur la constitution des stocks, l'objet de ces stocks qui fait la différence, mais aussi la manière dont la composition de ces stocks-là. Alors, les stocks de sécurité alimentaire qu'on a toujours conçus, c'est fait pour des questions, au départ, c'était pour des questions d'urgence. Disons, faire face juste à l'urgence pour des zones qui sont inondées, pour des populations qui n'ont pas pu produire à cause de la sécheresse, etc. Et l'esprit est resté dans cette orientation qui est de dire que les stocks doivent servir à nourrir ceux qui n'ont pas à manger. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est la conception de stock de sécurité alimentaire. Donc, il parle des principes liés à la sécurité alimentaire, je ne vais pas revenir là-dessus, qui est d'avoir l'aliment disponible, qui peut permettre aux gens de ne pas aller trop loin pour les chercher et de pouvoir les manger et de pouvoir faire leur activité. Tandis que les stocks de souveraineté alimentaire que nous avons préconisés, comme je l'ai dit depuis le départ du processus, c'est de dire que le stock non seulement doit servir au conjoncturel, mais il doit servir aussi au structurel. Les difficultés que nous avons dans l'écoulement des produits, mais aussi de consommer en priorité les produits qui sont de l'intérieur. Quand on voit tous les stocks de sécurité alimentaire, les achats locaux constituent une infime partie de ces stocks de sécurité alimentaire.
C'est l'approche sécurité alimentaire, ça. On va laisser les producteurs avec les produits pour aller acheter le riz de Thaïlande ou d'autres pays asiatiques pour venir mettre dans un stock national et nourrir. Aujourd'hui, un pays comme le Mali qui produit à peu près 93% de son stock va aller acheter, disons, en termes de riz, va acheter à peu près 23% de ses besoins pour venir alimenter un stock. Et donc, du coup, tous ceux qui sont au nord, ou ceux qui sont dans les zones de difficulté, ne mangent que du riz thaïlandais ou du riz de l'Inde. Ça, c'est le concept de sécurité alimentaire. Donc, la souveraineté alimentaire, ça exige que l'approvisionnement soit d'abord local, que les producteurs puissent d'abord être la première source d'approvisionnement de ces stocks. Deuxièmement, que s'il n'y en a pas sur le territoire national, les pays voisins avec qui nous avons des habitudes alimentaires qui sont les mêmes, nous allons nous approvisionner chez ces voisins-là, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, le Nigeria ou d'autres choses, parce que nous partageons une certaine culture de l'alimentation. 3, que quand on voit que le marché est en train d'être détérioré pour les producteurs, les stocks vont aller prendre une partie de sa réserve monétaire et financière, disons, pour aller acheter à ces paysans-là, pour éviter que leur marché ne s'écroule. Ça veut dire que la question des revenus est prise en compte. Troisième élément, quand on voit que le consommateur a du mal à pouvoir avoir le produit, les stocks de souveraineté alimentaire va mettre une partie sur le marché parce que c'est la production nationale, régionale, etc. Tous ces éléments concourent à appeler ça les stocks de souveraineté alimentaire. Dernier élément important, ces stocks-là ne vont pas seulement se contenter d'avoir des aliments pour la nourriture qui soient en phase avec notre culture en tant qu'humain, mais il y a aussi l'alimentation du bétail qui va être dans le stock de sécurité et de souveraineté alimentaire. L'aliment du bétail, mais aussi l'alimentation des poissons, parce que les autres segments de l'agriculture avec grand A doivent être aussi sécurisés, mais dans le cadre vraiment d'une approche qui tourne autour du producteur et autour des consommateurs. Voilà, donc ça c'est un peu de choses sur lesquelles je voulais insister pour dire les stocks de souveraineté alimentaire, les modes d'approvisionnement, le contenu de ces stocks-là et les modes opératoires en termes de créer de la richesse à l'interne constituent des éléments fondamentaux d'un stock de souveraineté alimentaire. Merci Mamadou Goïta. Est-ce qu'on peut demander à M. Kako Nobuko de répondre rapidement à la question sur le lien entre la crise, les crises et les questions monétaires? Peut-être en évitant le débat sur le taux de change. Merci beaucoup. Je voudrais compléter et répondre un peu à mon ami Mamadou Goïta. C'est vrai que tel que nous avons dimensionné les stocks, on devrait pouvoir avoir 400 000 tonnes d'aliments dans notre stock. Bon, la CEDEAO, avec les partenaires, a réussi à mobiliser 40 000 tonnes, donc un dixième. Et avec l'octroi aux différents États, à l'heure actuelle, nous n'avons plus que 5 000 tonnes au sein de notre réserve. Et ce que nous proposons à la commission du MOA, c'est de mobiliser 10 000 tonnes par an pendant 5 ans pour arriver à 50 000 tonnes. Mais ce que dit Mamadou est fondé, c'est que ce stock a été conçu pour des réponses urgentes, mais ne peut absolument pas nous exonérer d'une réflexion sur les politiques agricoles, ce que je disais tout à l'heure. Il faut rappeler que nous sommes dans une, comment dire, on a eu 3 temps de nos politiques agricoles. Les années d'indépendance jusqu'aux années 70, ça a été vraiment l'idée de l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut consommer ce qu'on produit. Ensuite, avec les ajustements structurels qui ont démarré au début des années 80 et qui n'ont jamais pris véritablement fin, on est passé à l'idée de la sécurité alimentaire. Donc, vous n'avez pas besoin de produire ce que vous consommez, mais si vous exportez suffisamment de biens et services,
vous pouvez récupérer des devises qui vont vous permettre d'importer votre alimentation. Et donc, ça, c'est vraiment les conséquences du fameux rapport Berg de la Banque mondiale, et donc qui a engendré finalement cette dépendance accrue du continent vis-à-vis du marché mondial. Et comme Mamadou Goïta l'a dit, en 2008, avec la crise alimentaire mondiale, on a vu le caractère dramatique d'une telle orientation, ce qui fait que même la Banque mondiale a fait son mea culpa en 2008 en disant effectivement, il faut revenir à l'idée de produire sur place ce qu'on consomme. Et on voit avec cette crise russo-ukrainienne qu'il y a une urgence vraiment à aller vers la souveraineté alimentaire. Il faut qu'on puisse produire pour nourrir nos populations. Pour finir sur ce point, ce que je voudrais dire néanmoins, c'est que nous, au plan régional ou sous-régional, le principe d'action, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que nous ne faisons que ce que les États ne peuvent pas faire et ne peuvent pas bien faire. C'est important. Pour vous donner un exemple très simple, le budget de la commission de l'UEMOA, qui est de 123 milliards de francs CFA, c'est 0,1% du PIB de l'UEMOA. Le PIB de l'UEMOA, c'est 107 000 milliards de francs CFA. Et donc, nous, notre budget, c'est 0,1% de ce PIB-là. Donc, en termes d'action concrète, à impact immédiat, c'est d'abord dans les États que ça va se passer. Nous, on va être au niveau où nous pouvons mettre des synergies en place, faire des concertations, orienter les politiques publiques, mais on ne pourra pas aller régler dans chacun des États, dans chacune des communes rurales, les problèmes quotidiens. Ça, c'est pas possible. Maintenant, pour répondre à la question de Tata, qui est une question, j'allais dire, à triple détente, hein. Oui, Tata a raison, c'est-à-dire que notre système, en tout cas en zone franc, fait que notre monnaie, le franc CFA, est en taux de change fixe avec l'euro, qui est une monnaie structurellement forte. Ce qui fait que dans la compétition internationale, quand vous exportez, alors que vous avez une monnaie forte, ben c'est comme si vous taxiez vous-même vos exportations. Et vous êtes en revanche incité à beaucoup importer parce que vous avez l'impression que les produits que vous importez ne coûtent pas cher parce que vous utilisez une monnaie forte au quotidien. Ce qui fait que sur les importations, c'est comme si vous les subventionniez. Ce qui fait que, résultat des courses, la balance commerciale de nos États est structurellement déficitaire. En Afrique de l'Ouest francophone, à part la Côte d'Ivoire qui a la manne du cacao, toutes les balances commerciales de tous nos États sont déficitaires. Okay. Donc, il y a un vrai problème. Moi, ça fait 20 ans que je le dis. Il y a un vrai problème avec la monnaie CFA qui est une monnaie trop forte quand on compare aux fondamentaux des économies. Et donc, c'est un problème structurel. En revanche, aujourd'hui, ce qui se passe avec la baisse de l'euro vis-à-vis du dollar, c'est que comme le CFA est en taux de change fixe avec l'euro, c'est comme si le CFA se dépréciait vis-à-vis du dollar. Donc, le CFA aujourd'hui, c'est comme s'il était déjà dévalué. Ce qui fait qu'une partie des critiques sur la force de cette monnaie perd de son acuité à l'heure où je vous parle. En revanche, au niveau des importations, ça se ressent parce que comme le dollar est plus fort que l'euro et que nous importons, mais on a plus d'inflation qu'en temps normal. Donc, paradoxalement, aujourd'hui, il faudrait quasiment un CFA plus fort que le CFA qu'on a structurellement. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans la nuance. Après, la question de Tata n'est pas seulement liée à la monnaie, elle est liée au budget. Et Déo en a parlé tout à l'heure, Mamadou aussi en a parlé, c'est les marges de manœuvre budgétaires des États. Okay? On a des recettes fiscales qui sont en général autour de 13-14% du PIB. Pour donner un exemple, dans un pays comme la France,
les recettes fiscales, c'est à peu près 45% du PIB français. Donc, quand vous n'avez pas suffisamment de recettes fiscales, vous n'avez pas de marge budgétaire pour faire face aux chocs auxquels vos économies font face. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une vraie réflexion à avoir sur le court terme en termes de solidarité internationale pour augmenter les marges de manœuvre budgétaires et une réflexion à avoir sur l'articulation politique budgétaire, politique monétaire pour créer les conditions d'une véritable souveraineté économique au-delà de la souveraineté alimentaire. Merci. Oui, c'est une grande clarté dans votre pensée. Effectivement, de nombreux intervenants ont souligné l'augmentation du prix des intrants et je vois dans le chat plusieurs personnes qui ont dit pourquoi ne pas produire des engrais organiques localement et parfois très localement, c'est-à-dire au niveau des exploitations paysannes ou au niveau d'une sous-région ou demander à des entreprises d'investir dans la production d'engrais organiques locaux. Je vois que Madame Thérèse Maillet-Diouf a demandé la parole depuis un certain temps. Madame, j'ai le plaisir de vous rendre la parole. Merci, merci beaucoup, c'est gentil, j'apprécie. Écoute, pour avoir parlé la première, je pense qu'après avoir écouté tout le monde, j'avais un peu besoin aussi de reprendre la parole et de dire un peu que je ne suis pas très rassurée par nos politiques, franchement, et nos programmes, d'après tout ce que je viens d'entendre. Et ce qui m'a fait justement, il y a un moment de ma vie où j'étais dans ces positions-là et ce qui m'a fait un peu fuir, c'est que pour moi, on a encore en Afrique, parce qu'il s'agit de l'Afrique, ces politiques dont le référentiel nous vient d'ailleurs et ça ne fonctionne pas. On voit que depuis, on parlait de 60 ans, de plus de 60 ans, les mêmes choses et on est toujours assis avec les mêmes personnes, en tout cas aux mêmes positions, pour reparler des mêmes problèmes. Donc, il y a un moment où il faut peut-être voir comment est-ce que nos ancêtres faisaient. Je vais vous ramener au micro, parce que moi, franchement, le macro, maintenant, chacun sa position, chacun sa place. Comment faire pour remettre le producteur, le petit producteur, le paysan au centre des politiques et des programmes? Comment le faire de manière efficiente? Parce que ce qui se passe souvent quand on est au niveau macro, c'est que les politiques sont très belles, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien dessiné, mais la matérialisation, la mise en œuvre, comme tout être humain que nous sommes, pose problème parce qu'elle n'est pas souvent adaptée, adéquate à nos valeurs et à nos traditions et à nos cultures. C'est ce qui se passe dans le domaine de la santé. Au moment où je me suis rendu compte que c'était les plus beaux rapports qu'on recevait qui nous disaient que tout allait bien, on écrivait les plus grandes, les plus jolies politiques, on capturait les plus gros financements. Mais quand moi, je revenais dans mon bled, je me disais que ça n'avait pas bougé d'un iota. Et aujourd'hui, avec les paysans que je côtoie tous les jours et avec ma situation personnelle, je me dis qu'on est en train encore de tourner en rond. Quelqu'un avait posé tout à l'heure la question, je pense que ça s'adressait à moi, de ce que c'était un intrant de qualité. Pour moi, un intrant de qualité, je ne suis pas experte en agriculture, en tout cas, mais un intrant de qualité, c'est un intrant qui sert sa cause. Quand j'achète des semences d'arachide, j'ai envie que ces semences-là poussent quand je les sème. C'est pas que ces semences-là, on me dit ça vaut pas la peine de les semer parce qu'ils vont pas pousser. C'est pas de la bonne graine. Donc c'est ça que moi j'appelle un intrant de qualité. Pour ce qui est de faire, en fait pour ce qui est de l'agroécologie, les fertilitaires, tout ça on connaît, mais ça ne fonctionne pas en très peu de temps. Il faut du temps pour que ces choses-là puissent marcher. Les biopesticides, les engrais bio, il y a en tout cas au Sénégal des entreprises qui les font, mais ça reste encore très élevé, ça reste extrêmement élevé. Moi, j'utilise les engrais, je fais mon compost, je fais tout ça, mais ça ne me suffit pas, je ne suis pas encore autonome. Il m'en faut, je dépends encore de ces entreprises qui font de l'engrais bio, des biofertilisants ou des biopesticides. Ça reste extrêmement élevé. Par exemple, une tonne d'engrais organique,
et qui est presque de la fumure organique, ça coûte 200 000 francs CFA. Combien de producteurs, de paysans peuvent se permettre d'acheter une tonne? Pour la première fois au Sénégal, et ça aussi c'est un effort du gouvernement, ils ont subventionné. Déjà, il faut savoir que c'est là, il faut savoir où aller les chercher, mais ça reste cher pour le producteur local parce que c'est encore toujours à 40 000 francs CFA. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse l'effort de prendre en considération le niveau micro. Sinon, c'est à nous, en tout cas, qui sommes au niveau terre-à-terre, de nous prendre en main et de faire changer les choses. Moi, je reviens sur le fait qu'on mette en place un système qui permette aux agriculteurs de se nourrir. D'abord, je ne suis pas au niveau macro, c'est ceux qui sont là-bas peut-être qui sont mieux positionnés pour dire comment ça va se faire. Mais en tout cas, quand j'ai mis en place mon entreprise agricole, l'objectif d'abord, c'était que moi, je me nourrisse et que je nourrisse ma famille. Ensuite, le surplus, je pouvais vendre. Ensuite, je pouvais transformer. Ensuite, etc. Donc, ça, j'arrive à le faire. Et j'ai fait mon modèle, je teste, ça fait 3 ans que je teste encore. Je suis sur 5 hectares. Je produis sur 1500 mètres carrés. C'est à la limite du ridicule. Mais avec ces 1500 mètres carrés, c'était pour prouver que c'était possible de pouvoir consommer, de pouvoir commercialiser, de pouvoir consommer pour non seulement ma famille, mais toute l'équipe qui travaille avec moi, de pouvoir commercialiser et de pouvoir prendre en charge le salaire au moins de 7 personnes qui travaillent avec moi. Donc, si on peut le faire à 1500, avec 1500 petits mètres carrés en agriculture agroécologique, il suffit d'un peu pour qu'on puisse aller à l'échelle. Et pour moi, ce qui était important, c'était que ce modèle surtout soit réplicable, qu'il puisse être positionné aussi bien sur 100 mètres carrés que sur 5 hectares. Donc, voilà, je pense que ce qu'il faut d'abord pour le paysan, on nous parle de stock. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des stocks, j'aimerais bien savoir où ils se trouvent, parce que moi, 3 mois après l'hivernage, quand je vais dans les mouvements, donc les marchés hebdomadaires de nos villages, ce que je trouve, c'est des stocks, c'est des céréales où c'est écrit Made in Brésil ou Made in ailleurs. Donc, il faut qu'on puisse dire aux paysans où est-ce qu'ils peuvent aller, en tout cas que moi, ceux qui sont dans ma zone, peut-être que nous sommes peut-être aussi en dessous de la mêlée, mais qu'on puisse savoir où est-ce qu'on peut aller chercher ces stocks-là. Le consommer local, il faut qu'on fasse de sorte qu'il ne soit pas une discussion de salon ou de salle de conférence, mais qu'on le vive. Parce que c'est bien qu'au Burkina, au Bénin, je sais qu'ils dépendent beaucoup moins du consommer externe que nous. Au Sénégal, on dépend encore beaucoup de ce qu'on achète à l'extérieur. On est au riz, on est à l'huile, on est le sucre, tout est acheté ailleurs. On produit très peu de choses qu'on consomme. Donc, il faut des politiques, en tout cas un plaidoyer, où ceux qui font la promotion de ce consommer local-là commencent par donner l'exemple. Donc, c'est des choses comme ça, peut-être terre à terre pour ceux qui sont au niveau macro, mais qu'il faut développer parce que ceux qui font le travail sur le terrain, ils ne sont pas encore en mesure de comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est survivre, c'est manger, et ne pas tendre la main pour manger parce que le paysan, il a sa dignité, il ne veut pas dépendre, il ne veut pas demander. Ces aides qu'on nous donne, on ne les demande pas. Les stocks qu'on a distribués pendant la crise Covid, c'était quoi? Un sac de riz, 5 litres d'huile, 5 paquets de 5 kilos de sucre pour des familles de 20 à 30 personnes. Ce n'est pas ça que le paysan demande. Le paysan, ce qu'il demande, c'est qu'on l'appuie pour qu'il puisse lui produire ce qu'il consomme et ce qu'il fait consommer à sa famille. Donc, voilà ce que j'avais à rajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thérèse. Je pense qu'il faut juste dire aux personnes qu'il nous reste 15 minutes. Donc, si vous prenez la parole, ce serait bien de le faire assez rapidement. Et voilà, donc il y a 2 personnes encore qui ont levé la main, donc dans nos panélistes, je pense. Je vais noter Abdraman. Oui. Ah, alors, le premier, c'est Abdraman. Oui. Abdraman Zora. Oui, bonjour, c'est Abdraman Zakaria Traoré. Je suis le responsable de la ferme agroécologique Venka de Bouga à Ségou, une initiative de l'association Terre Jaune accompagnée par Tourism for Health. Alors, ma question s'adresse à Goïta. Les résultats du
rapport global de 2021, je pense, sur la crise alimentaire, met en avant les besoins coordonnés pour résoudre les problèmes de la sécurité alimentaire. Alors, selon vous, comment et par quel mécanisme cette action synergique peut se déclencher quand on sait que aujourd'hui, dans certains pays du Sud, nous sommes à la phase catastrophe, dépassant carrément vraiment la phase crise. Voilà, les autres questions, je pense que sur les dimensionnements ont été prises en compte, le dimensionnement des stocks. Merci beaucoup. Merci Abdraman Zakaria Traoré de Ségou. Donc, je passe rapidement la parole pour une réponse courte à Mamadou Goïta, s'il vous plaît, et ensuite à Déo Kourou. Mamadou, vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, merci. Juste par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explorées, que l'État décide d'acheter au niveau des stocks résiduels qui se trouvent dans le pays. Ça dépend, parce que les contextes sont complètement différents. Je crois que le cas du Sénégal qui vient d'être évoqué est un cas aussi particulier dans la région. C'est l'un des pays où il y a vraiment une forte importation de produits, parce que les méthodes de consommation ont changé pour aller vers le riz qui n'est pas un produit traditionnel en fait du Sénégal. Parce que les gens pensent que c'est un produit traditionnel du Sénégal, ce n'est pas du tout. Ça s'est interféré dans la consommation par la suite. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a la nécessité d'abord, de mobiliser les stocks qui existent. Je crois que Thérèse l'a dit, je m'excuse de revenir là-dessus, c'est que les stocks où il existe peut permettre d'accompagner dans certains cas, dans d'autres cas, il est difficile aujourd'hui d'avoir ces stocks-là. Donc, c'est au cas par cas qu'il faut étudier, mais il y a un stock résiduel ici extrêmement important qui se trouve au niveau des producteurs dans plusieurs zones de production et qui n'arrive pas à écouler et qui peut permettre justement de pouvoir pallier à un certain nombre d'urgences actuelles. Alors, pour la question des intrants organiques, on est tous d'accord que la plupart des pays sont en train de subventionner aujourd'hui les intrants organiques et que la production par les industriels n'est pas la solution. C'est pour ça qu'il faut démocratiser. Je rappelle que je suis aussi, j'ai une ferme agroécologique où je produis essentiellement, cette année, moi, j'ai pu produire 35 tonnes d'intrants organiques de haute qualité et qui a les mêmes valeurs que la plupart des choses qu'on nous propose aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut créer cette solidarité, mais si on prend ensemble, là où on a aidé les gens, on est allé ensemble dans leur champ pour produire de l'engrais organique et des biofertilisants, nous sommes à plus de 120 tonnes aujourd'hui dans la zone où j'interviens. Ça veut dire qu'il y a un potentiel important, mais qui passe aussi par la maîtrise par l'État, disons, de ceux qui produisent. Et le Mali, on est en train de se battre actuellement avec les organisations paysannes pour que l'État subventionne les intrants organiques que nous produisons. Alors, mon cas est un cas isolé, mais cette année, il y a des producteurs qui ont donc, ceux qui sont allés à 2 tonnes, 3 tonnes, et dans le cas de la subvention, l'État a intégré cette subvention dans cette subvention globale. C'est là où il faut arriver. Quand un paysan produit de l'engrais organique ou des biopesticides, quand on donne la subvention globale, qu'on puisse, avec l'identification donc du producteur en question et de ce qu'il a produit, qu'on puisse vraiment aussi lui donner la compensation de 40% du coût qu'il a mis dans ce produit-là, avec la valeur marchande qui est sur le marché avec les entreprises. Et donc, ça commence à aller parce que cette année, il y a eu des cas. Il y a eu des cas spécifiques qui ont été faits pour ceux qui ont produit avec moi. La plupart ont eu les compensations parce qu'ils ont essayé donc de m'en donner. Moi, j'ai refusé en disant que ceux qui ont produit et qui sont des véritables producteurs, il faut qu'eux soient les bénéficiaires. Voilà, donc il faut investir dans la transformation interne des systèmes. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va produire exclusivement de l'engrais organique parce que la matière première doit être aussi sur place. Moi, j'ai la chance que j'ai des bœufs, j'ai des moutons, j'ai fait la pisciculture qui me fournit énormément d'eau fertilisée parce que j'ai les poulaillers qui sont sur la pisciculture. Donc, chaque deux semaines, j'ai pratiquement un bassin d'eau fertile que je peux utiliser qui a la valeur nutritive de beaucoup d'engrais organiques. Donc, ceci étant, je pense qu'il faut qu'on travaille pour que, dans un premier temps, les phosphates que nous avons puissent être transformés de façon industrielle, mais avec tout ce qu'il y a comme possibilité et de façon mixte, un mélange
Et progressivement, on va sortir justement de cet engrais chimique avec l'augmentation de la production quand les fermes vont être multidimensionnelles avec le peu qu'on peut trouver dans différents secteurs pour pouvoir développer la production des engrais organiques et des biofertilisants. Voilà, donc les expériences existent, doivent être partagées et l'Afrique de l'Ouest doit aller de façon collective et non de façon séparée. Pourquoi pas partager aussi l'engrais organique et les biofertilisants entre pays. Je crois que ça passe par là aussi. Merci Mamadou Goïta. Je passe la parole à Deo Nyonkuru qui a demandé et levé sa main. Deo. Je voudrais dire d'être préconisé, qui repose essentiellement sur des céréales, pose un gros problème de malnutrition. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, avec le fait que les États sont obligés d'importer essentiellement des céréales, avec le fait que les États sont en train de promouvoir une meilleure production de céréales, on s'achemine à une malnutrition aiguë. Il suffit de regarder les chiffres à l'international, la malnutrition est en train de s'accélérer en Afrique. Théo, votre connexion est vraiment mauvaise, on vous entend très mal. Je crois qu'on va mettre un terme à cet échange extrêmement riche. Je voudrais commencer par remercier Thérèse Maillet-Diouf, Mamadou Goïta, Deo Nyonkuru et Kako Ndebukpo pour leur disponibilité et leurs interventions d'une très grande finesse et d'une très grande richesse. Je crois que nous sommes tous redevables à la qualité de leurs interventions. Bien sûr, nous ne prétendons pas terminer le débat sur ces importantes questions aujourd'hui, mais je sens que nous sommes bien enrichis de ces échanges. Je ne prétends pas faire un résumé de ce qui a été dit, mais évidemment, il ressort particulièrement l'appui à l'agriculture agroécologique au niveau micro, mais également l'orientation des politiques agricoles, notamment en Afrique, toutes les questions de dépendance et d'exposition aux crises externes, avec le soutien ou pas des politiques macroéconomiques, commerciales, budgétaires, qui peuvent ou non venir en soutien. La question se pose également du lien entre le micro et le macro. Et cette question a été posée notamment par Deo Nyonkuru, qui a fait un plaidoyer pour le plaidoyer, pour permettre aux producteurs d'avoir leur voix et de peser sur les politiques publiques qui, dans beaucoup de pays, sont mal engagées et mal orientées, et ce, depuis très longtemps. J'en termine là. Je passe la parole à Isabelle Lejeune, en vous remerciant encore pour votre participation et vos disponibilités. Merci. Voilà, donc on va clôturer ce webinaire qui a duré quand même 2 heures, qui était vraiment très intéressant. Comme d'habitude, vous recevrez un mail avec des échanges de documentation et aussi, comme vous le savez, la session a été évidemment enregistrée. Pour ceux qui ont eu des problèmes de connexion, ça leur servira aussi à pouvoir la revoir. Maintenant, comme vous vous êtes inscrit, vous faites partie aussi du réseau de la plateforme Souveraineté alimentaire. Donc, vous serez tenus au courant de nos prochaines activités, à savoir qu'on prépare un matériel justement sur le plaidoyer, comme l'a tant réclamé Deo. Et voilà, je pense que c'est le dernier webinaire de cette année, mais vous aurez encore des nouvelles de nous avec des documents qu'on va éditer d'ici la fin de l'année. Et bien évidemment, je vous remercie personnellement d'avoir été tous présents et toutes. Et évidemment, la grande qualité de nos panélistes qui ont, pour notre plateforme aujourd'hui, ont pris de leur temps et de leur disponibilité des 4 endroits différents d'Afrique où ils étaient. Et puis saluer évidemment mes collègues de la plateforme Souveraineté alimentaire et le partenaire
qui étaient là dans le public aujourd'hui. Donc, merci à tous et à très bientôt pour nos prochaines activités.